On démarre aujourd'hui le premier chapitre qui va introduire le fameux premier principe dont je vous parle depuis tellement longtemps. Ce premier principe de la thermodynamique qui vous dit globalement il faut travailler, qui est un principe que vous connaissez déjà. Et donc ce premier principe va s'appuyer sur les notions de transfert d'énergie dont on a discuté dans le dernier chapitre et sur la notion d'énergie interne qu'on a introduit dans le chapitre encore avant, qui s'appuyait elle-même sur la notion de température du chapitre avant. Bref, vous avez compris, on a construit toute une pyramide de choses et maintenant on va pouvoir récolter les fruits de cette construction avec tout plein de prédictions et tout plein de phénomènes qu'on va pouvoir prédire grâce à l'utilisation de ce premier principe. Alors on va commencer par un petit rappel pour reprendre en fait les parties importantes qu'on a introduites jusqu'à présent. La première, c'est cette notion d'énergie interne. Donc, je vous rappelle que on avait défini l'énergie de notre système en disant que il y a une certaine énergie cinétique de l'ensemble de nos particules par rapport au référentiel R galiléen de notre d'étude du labo et toute une série d'énergies potentielles. Et dans ces énergies potentielles, il y avait les énergies potentielles externes et puis le fait que les particules interagissent les unes avec les autres et quand elles se rapprochent, elles peuvent du coup transférer une partie de leur énergie potentielle en énergie cinétique ou réciproquement. Dans cette énergie potentielle, donc, vous avez deux termes, l'énergie potentielle externe et l'énergie potentielle interne, due aux interactions entre particules. Dans l'énergie cinétique, il y a aussi deux termes. Il y a le terme en 1/2 de mvg carré qui correspond au mouvement d'ensemble. Si vous prenez votre bocal de gaz et que vous le balancez au travers de la pièce, il aura une certaine vitesse, étant donné qu'il y a une certaine masse, il est associé à une certaine énergie cinétique. C'est le truc qu'on utilisait la plupart du temps en mécanique, on ne s'intéressait pas à l'autre bout de l'énergie cinétique. Et puis vous avez l'énergie cinétique d'agitation qu'on appelle EC étoile. Ça, c'est le théorème de Koenig que vous verrez l'an prochain quand vous ferez des référentiels non galiléens. Donc qui dit simplement que on peut mettre ça en deux bouts. Le premier bout qui correspond au mouvement d'ensemble et le deuxième bout c'est le mouvement par rapport au centre de gravité de votre système, par rapport au fameux point G. Et quand on remet ensemble ces deux bouts, on va le mettre le premier en disant c'est le mouvement par rapport au centre de gravité et les énergies potentielles internes, et le deuxième ça va être le 1/2 de la masse totale fois Vg carré plus l'énergie potentielle d'interaction avec les objets qui sont extérieurs au système. Ça, c'est ce que en mécanique on a appelé l'énergie mécanique macroscopique, donc on va l'appeler même énergie mécanique macroscopique comme ça, et ça c'est du coup une énergie mécanique microscopique qu'on va appeler énergie interne et qu'on note avec un grand U. Je vous rappelle qu'on met des petits empattements sur les U pour pas confondre avec les V des volumes. Donc faites attention de bien savoir qu'est-ce que vous dessinez et puis que votre correcteur puisse correctement vous lire, qu'il n'est pas à se demander est-ce que vous avez écrit un U ou est-ce que c'est un V que vous avez mis au mauvais endroit, etc. Bon, donc ça, c'est l'aspect microscopique. Et ça, c'est l'aspect macroscopique. Alors bien sûr, l'aspect microscopique, c'est un aspect, c'est pas à l'échelle du micromètre, comme nous avait fait remarquer quelqu'un lors du premier chapitre T1, on appelle une échelle microscopique, c'est plutôt de l'ordre du nanomètre que du micromètre. Micromètre étant une échelle mésoscopique, une échelle un peu intermédiaire entre les deux. Macroscopique, c'est notre échelle à nous. Microscopique, c'est en fait à l'échelle des atomes, c'est-à-dire beaucoup plus petit que le micron. Bon, donc on va noter du coup l'énergie totale de votre système. On va dire que c'est l'énergie interne plus l'énergie macroscopique qui correspond à l'énergie mécanique qu'on a manipulée jusqu'à présent en mécanique. Alors, faisons l'énoncé du premier principe. Alors, le premier principe, c'est un principe d'existence.
Ça veut dire qu'on va dire il existe une quantité qui a telle caractéristique et qu'on appelle énergie interne. Donc, on va le faire en 3 points. Donc, premier point, pour tout système thermodynamique, sigma, il existe, ou on peut définir, une énergie interne U qui est une fonction d'état. Donc ça veut dire qu'elle ne dépend que de l'état du système. Fonction d'état du système. Ça veut dire que à l'équilibre, donc ça c'est à l'équilibre, U ne dépend que des variables d'état. En l'occurrence, pour nous, fluides, enfin pour l'utilisation pour un fluide, ça va être P, T et V en général. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de fluide chargé où il faudra aussi caractériser, prendre ça avec la charge par exemple, mais ce sera le cas pour les systèmes électriques, enfin bref. Donc notre état est caractérisé par la pression, la température et le volume occupé par le fluide. Alors, deuxième point, l'énergie interne U est une grandeur extensive. L'énergie interne U est une grandeur d'un système thermodynamique, est une grandeur extensive. Je vous rappelle que extensive, ça veut dire additive. Donc si vous prenez deux sous-systèmes, et que vous les mettez ensemble, l'énergie totale, ça va être la somme des énergies des deux. Alors ça, c'est pas totalement vrai, c'est si ces deux systèmes disjoints et qui restent disjoints, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'interaction, d'énergie potentielle d'interaction qui du coup va apparaître entre les deux. Parce que sinon on a un souci, ce que je vous parlais avec la vodka en mélangeant 1 litre d'eau et 1 litre d'éthanol pur, vous allez avoir des soucis de cet ordre-là. Mais pour la plupart des cas qu'on va considérer, notre énergie interne va bien être ça. Si jamais vous obtenez quelque chose qui semble paradoxal, c'est que vraisemblablement, il y a une des hypothèses là, donc, par exemple sur l'énergie potentielle d'interaction, qui fait que vos sous-systèmes, ils n'étaient pas parfaitement disjoints, ils ne restent pas disjoints. Par la suite, ils interagissent l'un avec l'autre. Comme on va souvent travailler avec des gaz parfaits, que par définition un gaz parfait, il n'y a pas d'interaction, on sera tranquille de ce côté-là. Et le troisième point, ça va être la partie constructiviste de l'énoncé du premier principe. Donc pour un système sigma qui est fermé, et ça on va appuyer sur le fait qu'il est fermé, lors d'une transformation, lors d'une évolution, donc lors d'une évolution d'un état I à un état F, d'un état initial I à un état final F, donc d'un état d'équilibre I à un état d'équilibre F, quand même précisé, on fait de la thermodynamique des états d'équilibre, donc soyons précis. Alors la variation d'énergie totale de sigma est donnée par la somme du travail mécanique de I à F et du transfert thermique reçu lors de cette évolution. Donc lors d'une évolution d'un état d'équilibre I à un état d'équilibre F, on a que la variation d'énergie, c'est ce E-là, va être égale au transfert thermique reçu, au travail mécanique reçu de I à F, plus le transfert thermique reçu de I à F. Donc ça, le travail, c'est le travail reçu par sigma
de I à F. Et ça, c'est le transfert thermique reçu. C'est l'important là-dedans, c'est le caractère reçu par sigma de I à F. Alors toute la difficulté va être d'estimer ces deux choses-là pour pouvoir l'obtenir. Voilà, donc là vous avez l'énoncé de votre premier principe thermodynamique. Globalement, c'est ce truc-là. Alors très souvent, on va dire que l'énergie mécanique macroscopique va être nulle, c'est-à-dire qu'on prend une boîte, on la laisse sur le bureau, pas d'énergie cinétique, on n'est pas en train de la balancer, et puis il reste en place, il ne bouge pas, hein, il n'y a pas d'énergie cinétique, il ne bouge pas, donc les énergies potentielles qui dépendent que de la position, ils ne changent pas non plus, donc la variation d'énergie macroscopique va être nulle, et on va du coup avoir la variation d'énergie interne, ça sera W plus Q, ça sera la manière dont vous l'utiliserez le plus souvent, mais il ne faudra pas oublier, parce que dans 99% des exercices, c'est ça qu'on utilise, mais dans le 1% restant, et je vous en ferai un en TD, exprès, il va falloir se dire, bah tiens, là j'ai un truc qui bouge globalement, et donc en fait l'énergie elle est partiellement prise pour la variation d'énergie interne et partiellement pour la variation d'énergie mécanique globale de votre système. Donc il faudra faire attention. Alors, quelques interprétations et conséquences de ces choses-là. Interprétation et conséquences. Donc, quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de dire. Remarquez que je me répète beaucoup. Hein. Enseigner, c'est répéter finalement. Mais en thermo, il faut vraiment rabâcher les choses jusqu'à ce que ça rentre. Hein. Donc, si vous m'avez entendu répéter un truc 5 fois, c'est normalement assez important. Donc, je crois que je l'ai noté comme ça, oui. Le travail de IAF et le transfert thermique de IAF sont algébriques, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent être positifs ou négatifs, mais représentent des transferts algébriques reçus. Donc c'est toujours reçu par le système sigma. Ce qui veut dire que par défaut, c'est la convention du banquier, par défaut c'est positif. Donc c'est positif si c'est effectivement reçu. Et négatif si c'est en fait donné à l'extérieur. Donc pensez à la convention du banquier. Sur votre compte en banque, on vous fait une colonne crédit, une colonne débit, mais normalement, on vous note plus 10, plus 150, plus 5 par exemple. Et puis là, on vous met moins 20, moins 322, moins 10. Et donc en fait, le banquier, lui, il s'en fiche. Hein. En fait, dans quelle colonne on est, il fait toute la somme. Et puis si c'est compté en positif, bah, votre compte en banque a un solde qui devient de plus en plus important. Si c'est compté en négatif, bah, il diminue. Et le banquier ne connaît que la somme. Mais il peut sommer des valeurs qui sont négatives. Bah, là, c'est pareil. Alors, à noter qu'aux États-Unis, ils ont 4 premiers principes. Ils ont delta E égale W plus Q, delta E égale W moins Q, delta E égale moins W plus Q et delta E égale moins W moins Q parce qu'ils travaillent que en valeur absolue, donc que avec des trucs positifs. Alors ça a ses avantages, parce qu'il faut que vous réfléchissiez sur le sens dans lequel ça se fait effectivement, ces transferts. C'est l'horreur au niveau des formules. Donc là, vous avez une unique formule qui vous permet de savoir ce qui va se passer
dans toutes les situations, que vous receviez un travail ou que vous donniez un travail à l'extérieur, que vous receviez un transfert thermique ou que vous le donniez en vrai. Vous vous placez tous du point de vue je reçois, et si je reçois un truc négatif, c'est en fait que je suis en train de le donner. Donc remarque, le travail et le transfert thermique fourni à l'extérieur sont les opposés des transferts reçus. Donc si vous fournissez quelque chose, l'autre il le reçoit, hein, et donc si vous fournissez du positif, il reçoit du positif. Et si on regarde du côté des reçus, ce que vous avez reçu, c'est l'opposé de ce que l'autre a reçu. Voilà, donc ça, à faire attention. Ensuite, le travail et le transfert thermique sont en fait deux modes de transfert équivalents. C'est-à-dire que du point de vue thermodynamique, l'énergie, que vous la receviez sous forme d'un travail mécanique, ou que vous la receviez sous forme d'une énergie, d'un transfert thermique, c'est pareil. C'est quelle que soit la manière dont vous le recevez, vous pourrez en faire la même chose derrière pour la réutiliser si vous voulez. Donc c'est totalement équivalent. Donc ce sont deux modes différents qui diffèrent par la manière dont ils sont appliqués, mais tous les deux servent à vous amener de l'énergie. Donc tous les deux servent à amener de l'énergie au système. Alors, un gros platane, un gros attention. W et Q sont des transferts d'énergie. Et non de l'énergie. Donc on ne peut pas parler de transfert de travail par exemple, ou de transfert thermique, parce qu'un transfert de transfert ça n'a plus de sens. C'est la manière dont vous allez prendre de l'énergie quelque part pour la mettre à un autre endroit. Donc c'est homogène à une énergie, mais c'est vraiment un truc que vous prenez d'un endroit pour l'amener à un autre, c'est pas de l'énergie en tant que telle. Alors d'ailleurs, là vous voyez que je fais un effort à chaque fois que j'ai un Q qui se balade, je l'appelle transfert thermique. Il y a une ancienne convention, dans le temps on parlait de chaleur, le problème c'est que le terme de chaleur, il est très connoté dans la vie de tous les jours, et donc on a tendance à confondre chaleur et température, alors que non, alors que le transfert thermique, la chaleur, ça devrait être un transfert thermique. Comme on l'a vu avec la différence entre adiabatique et isotherme, c'est pas du tout la même chose. En revanche, ce que vous pouvez retenir, c'est que le travail, c'est un transfert à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire que quand vous prenez un piston et que vous le mettez dans ce sens-là, toutes les petites molécules qui sont là vont se prendre une force qui va les pousser dans le même sens. Et le fait d'avoir quelque chose qui va tous dans le même sens, ça va avoir vous allez pouvoir le voir à taille réelle, à taille macroscopique. Alors que le transfert thermique, c'est un transfert à l'échelle microscopique. Donc l'échelle macroscopique, en fait, c'est ordonné, parce que ils poussent tous dans le même sens, alors qu'à l'échelle microscopique, ça va être désordonné.
parce que vous allez en avoir un qui va pousser dans ce sens-là, un qui va pousser dans ce sens-là. Donc l'ensemble, il va y avoir il peut y avoir transfert d'énergie, effectivement, mais vous n'allez pas le voir à grande échelle, parce que à grande échelle, il n'y a rien qui va bouger, alors que pour le travail, on a forcément un truc qui bouge à grande échelle. Alors qui bouge, ça peut être un piston pour un travail de force de pression, ça peut être un courant, donc on fait bouger des électrons pour un travail électrique, donc il peut y avoir plusieurs formes sous lesquelles on regarde ce travail, mais ce qui est important, c'est l'aspect ordonné du travail et désordonné du transfert thermique, ce qui fait que les transferts thermiques, ils ont mis longtemps en fait à être classifiés dans la même catégorie que le travail. C'est justement la grande nouveauté de la thermodynamique au 19e siècle, que de classifier ces choses-là dans la même chose, dans le même sac finalement, qui sont deux modes de transfert énergétique qui sont totalement équivalents. Voilà, donc il faut faire attention à ces petites choses-là. Donc ça c'est pour le caractère équivalent des transferts d'énergie. Et puis un point très très important, c'est que travail et transfert thermique dépendent fortement, surtout qu'ils en dépendent du chemin suivi. Bon. Alors pourquoi contrairement à l'énergie interne qui est une fonction d'état, c'est-à-dire si vous passez d'un point I à un point F, la variation d'énergie interne, comme ça dépend que de l'endroit où vous êtes et de l'endroit où vous arrivez, c'est toujours la même. Mais vous pouvez arriver à cet endroit-là de plusieurs manières. Par exemple, je prends une casserole avec de l'eau froide. Mon but c'est de faire chauffer mes pâtes, donc moi ce que j'aimerais, donc là j'ai de l'eau froide, et j'aimerais avoir la même casserole avec de l'eau chaude et puis des petites bulles parce que je veux la porter à ébullition. Donc là, j'ai de l'eau chaude. Comment est-ce que je peux faire? Bon alors, le truc le plus simple, c'est de se dire, je mets la casserole sous le feu. Le chemin 1, c'est je mets la casserole sous le feu, donc elle est là, hop, j'ai ma casserole, je mets un petit chauffage en dessous, alors ça peut être un chauffage à induction, ça peut être une plaque vitrosolaire, ça peut être un vrai feu, mettez ça sur le feu, et puis vous avez un transfert de votre état initial I à votre état final F, qui va être un certain transfert thermique. Vous transférez de l'énergie sous forme d'énergie thermique, je ne veux pas dire le terme de chaleur, mais vous transférez cette énergie thermique. Bon, première chose. Deuxième chose, vous pouvez vous dire, il y a celui qui gesticule à l'autre bout de la caméra, là, il dit, mais bon, transfert thermique et travail mécanique, c'est la même chose. Alors, on va prendre un corlef, une cuillère en bois, pour ceux qui ne sont pas alsasophones. Hop, donc je prends ma cuillère en bois, et puis je mélange. Je mélange, je fournis un travail mécanique, j'ai un travail ordonné, c'est-à-dire que moi de mon côté je sens une résistance qui est due à l'eau, et puis en mélangeant comme ça, cette résistance je fournis du coup, ça me demande une énergie, et cette énergie elle est transmise finalement à l'eau, et ça va avoir comme effet d'élever la température. Et effectivement, donc ça c'est le cas 2, donc le cas 1 il était en rouge, et le cas 2 on va le mettre en bleu, et je peux arriver au même état avec un travail mécanique de IAF. Alors le truc c'est qu'il faut beaucoup d'énergie pour amener de l'eau à ébullition, et je peux vous assurer que faire ça en secouant, oui certes, alors ça marcherait si votre système était parfaitement adiabatique. Le problème c'est qu'il y a de l'énergie qui va se perdre dans l'atmosphère, elle va se perdre plus vite que vous êtes capable d'en apporter au bout d'un moment, donc il y a peu de chances que vous atteigniez les 100 degrés Celsius. Mais, dans l'idée, ça pourrait. Vous pourriez faire ça. Alors on a d'autres moyens, en comprimant des gaz, en faisant ça, de transférer des choses de manière un petit peu plus efficace, mais c'est exactement ça. Bon alors, il y a aussi l'intermédiaire, c'est de se dire, voilà, je commence avec la cuillère en bois, et puis au bout d'un moment, je me dis, bon quand même, je fatigue, alors
on va le faire avec, on va continuer à chauffer. Donc ça c'est le cas 3. Vous prenez votre petit système, vous mettez la cuillère en bois, vous secouez à l'intérieur et puis vous chauffez aussi. Et vous atteignez le même état final, sauf que là, j'ai fourni un travail, mais c'est pas le même que celui d'avant, puisqu'il m'a pas mené jusqu'au même endroit, et puis j'ai fourni un transfert thermique, mais c'est pas non plus le même que celui d'avant. Ce qui se passe, c'est que pour le cas 1, vous fournissez un certain transfert thermique qui va donner une variation d'énergie totale de votre système qui est la casserole plus l'eau à l'intérieur. Vous pouvez aussi imaginer avoir fourni uniquement un travail mécanique lors d'une autre évolution possible. Ça c'était l'évolution 3 ici. Et puis vous pouvez très bien avoir fourni à la fois un travail mécanique, pas le même qu'avant, et un transfert thermique, pas le même qu'avant non plus, de telle sorte que la somme, dans les trois cas, la somme vous donne la même variation d'énergie. Parce que dans les trois cas, vous êtes parti du même état final, du même état initial au même état final. Alors vous avez fait trois expériences différentes, hein, entendons-nous bien, hein, c'est pas la même expérience. Vous avez pris trois casseroles identiques avec trois fois la même quantité d'eau et vous atteignez trois fois une température, une casserole avec la même température à la fin. Mais lors de ces trois expériences, vous aurez donné exactement la même quantité d'énergie. Au total, c'est juste le moyen de donner cette énergie qui va changer. Donc, vous voyez que ça dépend, le travail, là en l'occurrence, dépend du chemin suivi. Le transfert thermique aussi, ici le travail était nul, mais j'avais que du transfert thermique. Ici le transfert thermique est nul, je vous fournis absolument aucun transfert thermique, mais j'ai tout sous forme de travail. Et là j'ai quelque chose entre les deux, mais du coup la somme est égale à la même variation, mais ce travail-là n'a rien à voir avec celui-là, ce transfert thermique n'a rien à voir avec celui-là, ni ce transfert thermique n'a rien à voir avec le transfert thermique qui était nul de l'expérience 2 d'avant. Donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Ça, en revanche, comme E, c'est une fonction d'état, sa variation entre I et F ne dépend pas du chemin suivi, ne dépend pas de la manière dont vous avez apporté l'énergie. C'est ça qui est magique avec la thermodynamique, dont vous avez apporté l'énergie. Donc c'est l'aspect effectivement magique de la thermodynamique, c'est que vous pouvez choisir ce qui vous plaît le plus ou ce qui vous convient le mieux en termes techniques pour amener l'énergie d'un point à un autre. Le résultat sera le même. Alors, attention. Ne jamais écrire un truc du style la variation de travail. La variation de travail, ça n'a aucun sens. Vous voyez que là, j'ai un delta parce que j'ai bien une variation d'énergie entre l'état initial et l'état final. Et cette variation d'énergie peut être causée par un travail. Déjà un transfert d'énergie, un échange d'énergie. Donc, ni variation de travail, ni variation de transfert thermique, ça n'a absolument aucun sens. Parce qu'il n'existe pas de fonction travail qui ait une valeur à l'état initial et une valeur à l'état final. Le travail n'existe que sur le chemin de l'état initial à l'état final et dépend de la manière dont je fais ce chemin, dont je me balade sur ce chemin-là. Alors, pour faire un petit exemple, quand on reviendra au lycée, si vous vous déplacez par exemple de la F501 jusqu'à la D36, il y a plusieurs manières de faire. Partez de la F501, vous descendez dans la cour,
Vous arrivez au bâtiment D, vous montez 3 étages. Bon, vous avez fait 2 étages de différence d'altitude en faisant un chemin assez court. Et puis vous pouvez vous dire, voilà, je pars de la F501, je descends au rez-de-chaussée, je passe dans le bâtiment E, je monte de 3 étages, je passe dans le bâtiment S, je descends de 2, je passe dans le bâtiment D, je monte de 2. Alors, bien sûr, vous vous dites, mais bon, on va perdre du temps, on va perdre de l'énergie à monter, à descendre des escaliers, c'est fatigant. Mais pour autant, la variation d'altitude totale sera la même. Et vous avez choisi de prendre un autre chemin, vous avez choisi de fournir votre énergie d'une autre manière, mais au final, vous obtenez exactement le même résultat, vous arrivez dans la D36. Plus ou moins tôt, plus ou moins tard, mais vous arrivez quand même dans la D36 en ayant fait la même variation d'altitude. Donc ça, c'est un point important à retenir. L'énergie, on parle de variation d'énergie, on note ça avec un delta, c'est la valeur finale moins la valeur initiale, donc ça c'est l'énergie finale moins l'énergie au point I. Par contre, on ne peut pas écrire ça parce qu'il n'existe pas de travail au point I, c'est juste le travail, c'est quand on passe de I à F. Bon, donc ça c'est le premier principe dans son aspect général où on parle d'énergie totale de votre système. Alors, en général, on va étudier des systèmes qui sont globalement au repos. Donc, système macroscopiquement au repos, sans variation notable, de l'énergie potentielle extérieure. Et on va voir que c'est quand même souvent le cas, donc on va pouvoir se simplifier un tout petit peu la vie. Donc on a défini que l'énergie macroscopique s'écrivait 1/2 de la masse totale fois Vg carré plus l'énergie potentielle des interactions avec l'extérieur. Bon, là-dedans, la vitesse, elle est nulle au repos, donc l'énergie cinétique est nulle au repos, et donc la variation d'énergie macroscopique, elle est égale à 0, parce que la variation de 0 c'est 0, plus la variation d'énergie potentielle extérieure. Et donc là vous voyez, si je dis, je suppose qu'il n'y a pas de variation notable d'énergie potentielle extérieure, ça veut dire que ce terme-là va être négligeable devant la variation d'énergie interne du système, qui va être plus importante, d'où delta E, qui est en fait égal à delta U, plus le delta E macro, donc le delta EP extérieur, va être à peu près égal à la variation d'énergie interne. Et donc le premier principe, dans ce cas, devient l'expression que vous allez chérir dans tous les exercices, qui est que delta U égale W plus Q. Donc la variation d'énergie interne de votre système est égale au travail mécanique reçu par le système lors de l'évolution, plus le transfert thermique reçu par le système lors de cette même évolution. Et c'est sous cette forme qu'on va l'utiliser le plus souvent. Alors on va faire un petit exemple important qui est la détente de Joule-Gay-Lussac. Vous pouvez vous rendre compte que M. Joule va avoir pas mal d'influence en thermodynamique. C'est pas pour rien que c'est son nom qui a été choisi pour l'utilisation de l'unité d'énergie. Donc la détente de Joule-Gay-Lussac, et puis M. Gay-Lussac, c'est deux bonhommes, M. Joule et M. Gay-Lussac. Il y a une rue Gay-Lussac d'ailleurs à Paris, pas loin de l'ENS. Donc les deux ont travaillé en thermodynamique à l'époque. Alors, on va prendre comme système
on en a déjà un tout petit peu parlé lorsque je l'avais fait un exemple sur le travail. On va prendre un système avec du vide d'un côté, du gaz de l'autre côté et une paroi en verre entre les deux. On va supposer que notre système est calorifugé. Alors pour représenter ça en règle générale, dans les schémas, on met des petites hachures comme ça sur les côtés. Donc ça veut dire que les parois sont calorifugées. Donc des parois adiabatiques ou athermanes, calorifugées, qui ne laissent pas passer les transferts thermiques. Donc, étant donné que les parois sont calorifugées, lors de l'évolution, quelle qu'elle soit, cette évolution doit être adiabatique. Q égale 0, l'évolution est adiabatique. Donc ça, c'est une première chose. Et notre système, notre système, ça va être tout ce qui est à l'intérieur de la boîte. Donc ça va être le gaz, le vide. Le vide d'un autre côté, comme il a une quantité de matière nulle et que l'énergie interne est extensive, elle est proportionnelle à la quantité de matière, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'énergie interne. Et puis le verre, on va supposer que le verre, il y en a très peu comparé au gaz ou à la température du gaz, donc il va pouvoir être en règle générale négligeable. Mais bon, même sans supposer qu'il est négligeable, on peut déjà dire des choses. Donc là, j'ai déjà fait une première détermination sur le transfert thermique. Très souvent, dans les problèmes de thermo, ce qu'il va falloir faire, c'est de se dire je définis mon système, quel est le transfert thermique qu'il reçoit, quel est le travail mécanique qu'il reçoit, et puis du coup, on en déduit la variation d'énergie interne. Dans les cas où on sait estimer le transfert thermique. Dans d'autres cas, on saura peut-être l'énergie interne et le travail, et on pourra en déduire le transfert thermique. Donc ça, c'était pour le transfert thermique. Pour le travail, qu'est-ce qu'on peut dire? Les parois sont fixes de mon système, puisque mon système, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la boîte, et la boîte, elle ne bouge pas. Ça m'implique forcément que l'évolution est isochore, donc le travail est nul. Je vous rappelle que le travail, c'est l'intégrale des moins px de dv. Si dv est égal à 0, l'intégrale se fait sur un intervalle de mesure nulle. À ce moment-là, le résultat est forcément nul. Donc j'ai un travail qui est bien nul dans ce cas-là. Si j'applique le premier principe, j'ai que la variation d'énergie interne totale, puisque c'est bien un truc qui est posé là, qui ne bouge pas et qui n'interagit pas, qui a une interaction par exemple avec la Terre, mais pour avoir une variation d'énergie potentielle terrestre, il faudrait que je le monte ou que je le descende. Or, il reste posé sur le bureau, et mon bureau n'est pas dans un ascenseur qui est en train de se balader, donc je suis tranquille. Donc, la variation d'énergie interne totale, ça va être le transfert thermique plus le travail plus le transfert thermique, c'est-à-dire 0 plus 0 et finalement 0. Or, U tot, ça va être U du vide plus U du verre plus U du gaz. U du vide, ça c'est rigoureusement nul. Alors, on n'a pas encore ces concepts d'énergie du vide qui apparaissent en chromodynamique quantique, donc on est tranquille. U du verre, on va dire que c'est négligeable devant le U du gaz, parce que j'ai pas beaucoup de verre, j'ai pris un truc tout fin, par exemple. Et donc là, c'est à peu près le U du gaz. Donc, on en déduit que c'est une évolution où la variation d'énergie interne du gaz est quasi nulle. Et d'ailleurs, on peut retenir que c'est une évolution à variation d'énergie interne nulle. Le reste, c'est des problèmes d'expérimentateurs qui n'ont qu'à se débrouiller pour être dans les conditions qui nous intéressent. Donc, dans la détente, la détente de Joule-Gay-Lussac, lors d'une évolution de Joule-Gay-Lussac, dans le modèle de Joule-Gay-Lussac, on avait vraiment juste un gaz, et puis ensuite que ce gaz se libère, on ne sait pas comment, avec un truc magique qui fait que maintenant il a le droit de se balader, il a bien une variation d'énergie interne qui va être nulle.
Alors remarque, si le gaz c'est un gaz parfait, alors delta U c'est CV delta T. Donc delta U égale 0 implique que delta T égale 0. Ça c'est l'une des lois de Joule. Donc c'est une expérience qu'il avait fait pour vérifier les capacités, ou du moins l'adéquation du modèle des gaz qu'on étudie habituellement avec le modèle du gaz parfait. Si on observait une variation de température entre le début et la fin de l'expérience, il faut peut-être encore savoir comment est-ce qu'on peut mesurer ça correctement, c'est un autre problème. Donc, si on mesure une variation de température, c'est que votre gaz n'est pas un bon gaz parfait. Alors, dernière chose avant la prochaine partie, une méthode d'évaluation du transfert thermique. Quelles sont les méthodes dont on dispose du transfert thermique? Ah, c'était du vert. Damed. Toujours important d'avoir un code couleur qui est cohérent tout du long. Parce que là, j'ai un petit A. Donc la méthode proprement dit. Hop, et lui, il a le droit d'être en bleu. Donc au niveau de la méthode, sauf de très rares exceptions, par exemple, si la transformation est diabétique, on ne sait pas calculer directement le transfert thermique. Donc accès à un Q quasi impossible en première année. On est puni, on n'a pas le droit de l'utiliser directement. Alors il est possible qu'on vous dise, voilà, le transfert thermique il a cette forme, il est proportionnel à la différence de température avec tel coefficient de proportionnalité, donc on peut vous donner des trucs supplémentaires, mais en seconde année, quand vous ferez de la diffusion thermique, vous aurez quelques outils supplémentaires pour pouvoir estimer ce transfert thermique, et on pourra l'avoir. Donc, pour l'avoir, on a besoin de deux choses, soit vous avez une transformation adiabatique, auquel cas Q est égal à 0 par définition. Rappel, adiabatique, c'est pas isotherme, la température peut changer. Mais il n'y a pas de transfert thermique. Sinon, on évalue le travail et la variation d'énergie interne, et on en déduit Q par le premier principe. Donc on aura Q qui s'écrit delta U moins W, en règle générale. Voilà. Et donc, sauf cas particulier où on vous donne une expression donnée, enfin une expression... où l'expression est fournie, il faudra utiliser ça si jamais on vous demande de calculer le transfert thermique. Ce qui veut dire que forcément vous avez un moyen de calculer la variation d'énergie interne par une autre méthode, par une expression, par du CV delta T si jamais vous avez une phase condensée ou un gaz parfait. Donc à voir de ce dont vous disposez pour pouvoir le faire. Alors, dans le cas particulier d'une évolution isochore, c'est intéressant de se souvenir de ce résultat-là. Et c'est pour ça que la capacité thermique à volume constant s'appelle capacité thermique à volume constant. Parce que ça va avoir un lien particulier avec l'évolution isochore. Donc pour une évolution isochore, on a prouvé que le travail, dans ce cas-là, était nul. dV égale 0, donc l'intégrale des moins PDV est nulle. D'où, vous avez que le premier principe vous dit que
Q c'est delta U moins 0, donc Q c'est delta U. Donc on a, donc pour une isocore, on a Q, alors qu'on met souvent un petit indice V pour dire que le volume était constant, c'est Q dans le cas d'une isocore, qui est égal à delta U. Après, si vous marquez juste Q égale delta U, c'est juste, mais c'est pour se souvenir que va y avoir énormément de formules qui font intervenir à chaque fois des Q, des U, des W, des H, et pour bien se souvenir de à quoi ça correspond, quelles sont les hypothèses, chaque formule est liée à une hypothèse. Donc quand vous ferez vos petites fiches, ce que je vous conseille de faire, c'est à chaque fois de marquer hypothèse, formule, hypothèse, formule. Et là c'est isocore, Q égale delta U. Adiabatique, Q égale 0, par exemple. Donc Joule-Gay-Lussac, delta U égale 0. Joule-Gay-Lussac plus gaz parfait, delta T égale 0. Donc à chaque fois, bien se souvenir, et au fur et à mesure, vous allez apprendre à refaire les raisonnements qui vous permettent d'obtenir ces différentes choses pour pouvoir être tranquille là-dedans. Pour une isocore, QV, donc le transfert thermique reçu par le système lorsque le volume est constant, est donné par la variation d'énergie interne. Et c'est pour ça que l'énergie interne est reliée à la capacité thermique à volume constant, puisque justement on mesure ce qui se passe quand on est à volume constant. Capacité thermique, c'est la capacité à emmagasiner de l'énergie sous forme thermique. Et donc ça a été mesuré en disant on met une flamme en dessous, on chauffe avec une gazinière, et donc on fournit un transfert thermique. Et sachant la quantité de gaz qu'on avait réussi à brûler, on pouvait déterminer le transfert thermique qui a été donné, et on mesurait la variation de température, et connaissant la variation de température et l'énergie qui avait été fournie, on peut déterminer l'énergie par unité de température, d'où la capacité thermique à volume constant, parce que pour pouvoir écrire ça, pour pouvoir dire que ce soit exactement le transfert thermique reçu qui soit égal à la variation d'énergie interne, il fallait que le volume reste constant. Voilà. C'est l'explication de ce petit V qui apparaît. Alors on va faire un autre exemple sur lequel on va considérer deux chemins. Alors je vais vous l'énoncer et puis après je vais vous laisser 2 minutes pour essayer de chercher à chaque fois ce dont on a à disposition pour calculer. Le but, ça va être de calculer la variation d'énergie interne, le travail et le transfert thermique. Bon, donc on a deux états, un état I qui s'écrit P0, 2V0 et une température T0, et un état final qui va s'écrire 2P0, V0 et une température finale. Ok. Premier exercice, représentez ça dans un diagramme de Clapeyron. Rapidement, tranquillement, vous me représentez ça. Ensuite, on va prendre deux évolutions possibles. Deux évolutions. L'évolution A, ça va être une évolution isotherme de I à F. Alors déjà, pour que l'évolution soit isotherme, il faut que la température de départ soit égale à la température d'arrivée. La température étant constante, elle est la même au début et à la fin, forcément. Donc le TF qui est là, prouvez-moi que c'est égal au T0. Alors bien sûr, on va travailler pour un gaz parfait, parce que sinon on ne va pas pouvoir faire beaucoup de calculs. Donc on suppose qu'on a un gaz parfait, qui est dans cet état initial, cet état final. Comment est-ce que je peux passer de l'un à l'autre et comment prouver que je peux vraiment y aller sous forme d'une isotherme. Deuxième évolution, d'abord une isobare, puis une isocore. Donc là aussi, réfléchissez quelle doit être la pression de l'isobare, puis quelle doit être la pression, le volume correspondant à l'isocore. Et dans les deux cas, dessinez-moi ça, et je veux le faire dans ce sens-là, d'abord l'isobare et ensuite l'isocore. Dessinez-moi ça dans le diagramme pression-volume, diagramme de Watt, ici. Et j'aimerais que vous me fassiez un schéma
un tableau qui me donne pour le chemin considéré la valeur de delta U, la valeur du travail mécanique et la valeur du transfert thermique à chaque fois. Donc pour le schéma A et pour le schéma B. Vous avez 5 minutes, réfléchissez bien, dessinez un petit peu, faites tout ça au crayon et puis on se retrouve pour la correction. C'est bon? Vous avez fini? Voilà, n'oubliez pas d'appuyer sur pause. Donc, pour la correction, mon état initial, mon état final. Alors déjà, je peux placer V0 et puis à 2V0, j'ai 2V0. Ensuite, je peux faire la même chose avec P0 et 2P0, comme ça. Donc dans le diagramme pression-volume, la position initiale, je dois être à la pression P0 et au volume 2V0. Donc là, j'ai mon point initial. À la pression finale, c'est 2P0, V0, donc j'ai mon point F qui est là. Alors, première chose, j'ai un gaz parfait, donc j'ai PV égale nRT. En particulier, P0, V0, c'est nRT P0 fois 2V0, c'est nRT0. Et 2P0 fois V0, c'est nRTF. Mais bon, P0 fois 2V0, il est là mon 2, c'est la même chose que 2 fois P0, V0. Donc, forcément, nRT0 est égal à nRTF. J'ai la même quantité de matière au début et à la fin. J'ai un système fermé. N'oubliez pas que dans le premier principe, pour pouvoir l'appliquer, j'ai besoin d'avoir un système fermé. Donc, il faut toujours se ramener à un système fermé. Alors, la plupart du temps, dans les exercices, c'est quasiment implicite. Mais si jamais, de nouveau, vous avez un paradoxe qui apparaît, méfiez-vous, demandez-vous si votre système il était bien fermé au départ. Donc, j'ai bien que TF, il est égal à T0. Donc, je peux faire une isotherme. Et l'isotherme, je sais qu'elle va avoir une tête d'hyperbole comme ça. Je vais me balader. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour l'isobar, l'isobar, elle se fait forcément à P0. Donc, l'isobar à P0, j'ai une évolution jusque-là. Et puis là, une fois que j'ai atteint le volume du point final, il faut que je reste à volume constant. Donc, j'ai pas le choix, il faut que j'ai atteint celui-ci. Et l'isocore, elle se fait à V0. Donc, j'ai mon chemin A qui est là et j'ai mon chemin B qui est en dessous, comme ça. Bref. Quelle est la variation d'énergie interne? On va tout de suite tordre le cou à celui-là. La variation d'énergie interne, elle ne dépend pas du chemin suivi, elle dépend que du fait que j'ai un point initial qui arrive sur un point final. La variation énergie interne, étant donné que j'ai un gaz parfait et que le CV il est constant, ça va être sur la zone là, on va prendre de l'air, et donc entre 100 Kelvin et 1000 Kelvin, on est tranquille, et puis on ne va pas le chauffer de sorte que la température dépasse cette valeur-là. De toute façon, la température elle est constante lors de l'isotherme. Donc, pour un gaz parfait, j'ai du CV delta T. Justement, comme j'ai une isotherme, la variation de température entre le début et la fin, elle est nulle. T0, il est égal à TF. Donc, TF moins T0, c'est égal à 0. Donc, la variation d'énergie interne, elle est nulle. Ça, c'est pour l'isotherme. Mais pour l'autre, c'est vrai aussi, puisque j'ai commencé à une température T0, j'arrive à la température TF qui est égale à T0 et delta U ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc si j'ai trouvé une transformation qui me permet de dire que c'est nul, toutes les autres c'est pareil. Et là, j'ai même pas besoin d'avoir la transformation, il suffit que j'ai la température au début et la température à la fin, étant donné que c'est la même, la variation de température est nulle. Donc dans les deux cas, j'obtiens 0. Alors, on va traiter le cas de l'isotherme. Le travail. Le travail, c'est par définition l'intégrale des moins Px dV de l'état initial à l'état final. J'ai une transformation qui est quasi statique, parce que sinon je ne pourrais pas dessiner mes jolis petits diagrammes ici, et puis c'est dans la définition de isotherme, c'est quasi statique. Donc ça s'écrit P qui est directement la pression du gaz, et la pression du gaz c'est nRT sur V avec T qui est constant. Je vais pouvoir sortir ce machin-là, je me retrouve avec du moins nRT0, l'intégrale du volume initial au volume final de dV sur V, donc du moins nRT0 ln
de volume final sur volume initial. Alors avant de remplacer le volume final et le volume initial par leur expression et de vérifier à vue que ça a le signe que je veux, quel est le signe que je veux? Vous avez un gaz, vous êtes en train de diminuer son volume, vous devez donc lui donner un travail mécanique pour réussir à le comprimer, parce qu'il va pas vouloir se laisser faire, donc je dois obtenir un truc positif. Bon, tiens, ça m'embête, j'ai un moins, bon, voyons voir. Moins nRT0 ln, alors le volume final c'est V0, le volume initial c'est 2V0, donc j'ai moins ln RT nRT0 ln de 1,5, j'aime pas les fractions, ln de 1,5 c'est moins ln de 2, donc je me retrouve avec du plus nRT0 ln de 2. Donc le travail sur le chemin A va être égal à plus nRT0 ln de 2. Que vaut le transfert thermique? Étant donné que la variation d'énergie interne est nulle, ici, le transfert thermique, c'est l'opposé du travail. Donc une fois que j'ai calculé le travail, là, c'est facile, du coup ça vaut moins nRT0 ln de 2. Boum, fini. Alors, sur le chemin B, une isobare, le travail sur B, c'est égal au travail sur l'isobare, plus le travail, donc le iso-P, on va marquer, sur iso-V. Le travail sur l'isocore, il est nul. Le volume ne varie pas lors de cette transformation, donc les forces de pression, elles ont beau pousser, comme ça ne bouge pas, le travail va être égal à 0. En revanche, sur l'isobare, ça me fait moins l'intégrale de la pression, qui vaut du coup P0 fois dV. La pression, je peux la sortir, donc ça me fait du moins P0, l'intégrale des dV du volume initial au volume final. Donc ça me fait moins P0 facteur de... Alors le volume final, c'est V0. Le volume initial, c'est 2V0. La différence, ça me fait V0, moins V0. Moins par moins, ça fait plus. Donc je trouve un travail sur B qui vaut P0, V0. Et ça, comme j'avais 2 P0, V0 qui valaient nRT0, ça me donne du nRT0 sur 2. Au passage, PV, c'est bien une énergie. Je n'ai pas assez répété ça depuis le début, mais on l'avait déjà vu dans tout premier chapitre sur l'homogénéité. Donc ça remonte tout au début de l'année. Vous avez que le produit pression fois volume, c'est une énergie. Et donc là, j'ai bien nRT, c'est une énergie. Donc R, c'est une énergie par unité de température et par unité de quantité de matière. Donc c'est des joules par Kelvin par mol. Voilà, du coup je trouve du nRT 0 sur 2, j'ai bien un truc qui est positif, parce que dans le même cas j'ai dû comprimer mon système, même si je l'ai fait en 2 temps. Et puis le transfert thermique, de nouveau, c'est l'opposé du travail, puisque dans ce cas-là, j'ai mon delta U qui est nul, pour la même raison, et je me retrouve avec du moins de travail. Delta U est nul parce que la température initiale est égale à la température finale, même si au milieu, l'énergie interne, elle a pu changer. C'est un petit peu comme si vous passez du 3e étage du bâtiment D au 3e étage du bâtiment F. Vous avez votre énergie, votre altitude qui a changé, mais entre le début et la fin, il n'y a pas de changement. Vous êtes à la même altitude, en espérant que les étages ont la même taille dans les deux bâtiments, bien sûr. Mais on va supposer ça pour le besoin de la cause. Bon, et donc là, vous voyez que le travail et le transfert thermique dépendent du chemin suivi. L'énergie interne, la variation d'énergie interne n'en dépend pas, mais le travail et le transfert thermique, eux, dépendent de la manière dont on y va. On aurait pu s'amuser aussi à faire d'abord l'isocore et ensuite l'isotherme, l'isobare. Qu'est-ce que ça aurait changé? En fait, le travail aurait été double, puisque vous voyez que je double la surface du petit rectangle qui est sous la courbe, et j'aurai encore un travail et un transfert thermique qui vont être différents. Voilà, alors dans la prochaine partie, on va introduire une nouvelle fonction d'état. L'énergie interne, c'est relativement naturel, mais comme on l'a vu, ça apparaît aussi surtout à volume constant. Donc c'est relié au transfert thermique à volume constant, sauf que nous, on vit dans un monde où la plupart des transformations se font à pression constante, qui est la pression atmosphérique. Et donc on aimerait bien pouvoir, plutôt que de se placer à volume constant qui donne des contraintes matérielles assez importantes,
casser les cylindres qu'on va utiliser. On va plutôt essayer de se mettre à pression constante et on va devoir introduire une nouvelle fonction qui est la fonction enthalpie. Et ça, c'est pour la prochaine partie.